Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle joue désormais un rôle moteur dans le développement économique et social. Donc, fini l'époque où elle constituait un luxe. Les technologies de l'information et de la communication sont désormais entrées profondément dans nos habitudes. Impossible de s'en passer. Tous les secteurs de la vie sont concernés. Leur utilisation est devenue une nécessité vitale. Mettre les technologies de l'information et de la communication à la disposition des populations partout où elles se trouvent sur le territoire national, c'est l'objectif de l'AGEFO, l'agence de gestion du Fonds d'accès universel. Comment cette agence s'acquitte-t-elle de cette mission? Avec quels résultats? Nous nous intéressons ce soir à la question. Boubacar Sako, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'AGEFO. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, M. Sako, au départ, dans les années 90, on va dire, on parlait beaucoup de fracture numérique. Votre circulaire voit le jour, c'est vrai, en 2016, en vue de contribuer donc à résorber justement cette fracture numérique. Est-ce que le fossé qui existait en son temps entre le nord et le sud, on l'appelait ainsi, existe toujours? Est-ce qu'il est toujours aussi béant? Merci M. Konaté de l'opportunité que vous nous offrez à venir échanger avec les téléspectateurs et les Maliens. Effectivement, la fracture numérique qu'on a appelée Digital Divide, elle s'est réduite entre les pays développés et les pays du Sud, dans notre continent. Mais elle est encore là, elle est encore résiliente quand il s'agit, en tout cas, de la situation entre les zones urbaines et les zones rurales. Aujourd'hui, tout Malien a les mêmes moyens de communiquer comme un autre Malien qui se trouve en France, avec les mêmes outils, mais il n'est pas de même pour la situation à l'intérieur de nos pays, entre les zones rurales et les zones urbaines. Et peut-être que jusqu'à présent, les technologies, ça commence au nord avant d'arriver chez nous, beaucoup plus tard. Oui, c'était le cas il y a une dizaine d'années, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec la globalisation des marchés, il suffit seulement qu'un nouveau logiciel sorte dans un pays et le lendemain, le logiciel est accessible sur le marché. Il suffit qu'un nouveau téléphone avec de nouvelles options soit disponible, que le lendemain, on puisse les retrouver dans la capitale de Bamako. Mais tel n'est pas le cas au niveau des populations rurales qui encore souffrent de cette dichotomie en matière de développement du secteur. Alors, mais le constat global, il est que les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui largement entrées dans notre quotidien. Exactement, exactement. Ils sont tellement entrés dans notre quotidien qu'il arrive que ces outils nous aident effectivement dans notre travail professionnel, dans nos réseaux, dans nos relations sociales. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a des dérives en matière d'utilisation. Et justement, j'allais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de l'usage que nous en faisons aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux? Est-ce que vraiment c'est l'usage que vous auriez souhaité, vous qui êtes chargé de les vulgariser, de les amener à tout le monde? Oui, l'usage est mitigé. On va le trouver au niveau des franges d'âge. On va trouver essentiellement que la population d'un certain âge, je veux dire peut-être de la 40 à plus de 60 ans, ont plutôt besoin de communiquer essentiellement dans le cadre professionnel, dans le cadre social. Mais chez la jeune génération, la génération qu'on appelle la génération Y, et ils sont plus portés sur d'autres usages qui sont différents des usages de leurs aînés. Ce qui fait que notre pays, à l'instar d'autres pays, a légiféré. Il y a aujourd'hui la loi portant protection des données à caractère personnel qui est sous le sceau de l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel, mais aussi il y a la loi sur la cybercriminalité. Il revient effectivement à ces structures, à l'État, aux structures éducatives, effectivement à nous aussi, acteurs du secteur, de sensibiliser les jeunes à ce bon usage afin qu'ils connaissent leurs droits, afin de ne pas attenter aux droits des autres citoyens. Parce que vous estimez qu'il faut nécessairement encadrer? Il faut nécessairement encadrer, communiquer, et puis afin que les usagers puissent comprendre que effectivement la liberté d'autrui est aussi à protéger. Alors, vous gérez un fonds pour l'accès universel. Définissez-nous d'abord pour commencer, c'est quoi l'accès universel qui constitue la finalité de votre action? L'accès universel, à l'origine, l'accès universel, c'est un concept qui est venu depuis le début du XXe siècle. Aux États-Unis, il y avait une société de télécommunications qui avait le monopole du secteur et dont le président pensait qu'avec ce monopole, il devait avoir une extension géographique et technique. Donc c'est lui qui a parlé d'accès universel dans un cadre monopolistique. Mais plus tard, le terme a évolué.
On parle aujourd'hui d'accès universel lorsqu'on est capable de couvrir largement un territoire du secteur avec des infrastructures, afin que ces infrastructures soient partagées et que le coût d'accès à ces infrastructures soit abordable pour les populations. Et j'imagine qu'on en est loin, très loin au Mali. Et des avancées sont notables, mais le chemin à parcourir est encore long. Et il nous faudrait que nous investissions. Tel est le rôle de l'AGEFO, qui dispose d'un fonds. Quand on dit un fonds, c'est un fonds public. Et ce fonds, comment il est alimenté? Ce fonds est alimenté par la contribution des opérateurs globaux du secteur. Notamment, ils sont 3 aujourd'hui en République du Mali. Je vais citer Sotelma Move Africa, je vais citer Orange et Télécel. Ces opérateurs sont astreints au reversement d'une part, de leur chiffre d'affaires annuel dans un fonds. Et ce fonds, d'abord, est surveillé par l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des postes et TIC, et fonds mis à disposition de l'AGEFO pour effectivement investir dans les zones où la population malienne est en train d'attendre. Vous avez parlé d'astreinte, ça veut dire que c'est une contribution obligatoire. C'est une contribution obligatoire. C'est une contribution obligatoire et chaque année, la contribution est reversée, effectivement, et nous nous en servons pour faire les investissements prévus dans le cadre budgétaire. Alors, en termes de connectivité du territoire, d'accès, on va dire, quels sont les objectifs que vous vous fixez, à quel horizon? Alors, les objectifs que nous nous fixons dépendent beaucoup de la stratégie d'accès universel. Cette stratégie d'accès universel qui est en voie de révision. Les objectifs que nous fixons, c'est d'abord disposer d'une base de données fournie par l'AMRTP, actualisée par les opérateurs pour identifier toutes les localités du Mali où il n'y a pas un seul signal de réseau GSM, où il n'y a aucune infrastructure. Nous partons d'abord de ces données-là, que nous actualisons parce qu'entre-temps, la base de données a dû évoluer par les investissements des opérateurs. En tout cas, les résiduels, nous nous attachons à faire des planifications dans un cadre budgétaire et pour arriver graduellement à fournir aussi, sinon à couvrir ces zones blanches ou composées de populations qui originellement ne sont pas connectées au réseau de télécommunications. Parce que les opérateurs économiques téléphoniques n'ont aucune obligation d'aller vers ces gens. Non, au préalable, quand un opérateur téléphonique vient dans un pays, l'État lui astreint au respect d'un cahier de charges qui définit les conditions d'exploitation, en tout cas de son réseau, et qui lui fixe aussi des exigences de couverture. Première année, deuxième année, troisième année. Au-delà de ces années où l'opérateur est surveillé par l'autorité malienne des télécommunications, vous savez que les opérateurs de télécommunications, c'est des entreprises qui sont dans une logique de revenus. Là où il y a la plus-value, ils y vont. Là où il n'y a pas de plus-value, ils ne vont pas. L'État ne peut pas se permettre de citer toutes les localités, toutes les villes, toutes les communes dans un document. Donc, il définit d'abord les zones économiques et où demande aux opérateurs d'y investir. Après, l'opérateur maintenant a le libre arbitre. C'est lui qui définit sa politique d'expansion. Lorsqu'il estime qu'une zone est rentable parce qu'il y a une grande foire, parce que c'est une zone aurifère, il y va de tout seul. Mais lorsqu'il estime que ces investissements dans une zone rentable, dans une zone rurale, ne peuvent être couverts par des revenus des plus-values suffisants, il s'abstient de partir, il n'est pas obligé. On va dire que c'est de bonne guerre. C'est Alors, en attendant l'actualisation donc de la stratégie, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous avez réussi à faire en termes de couverture de ces zones dites blanches, vous les appelez des zones blanches? Exact. Oui. Alors, en termes de couverture des zones blanches, ce travail répond à un besoin, à une mission qu'on appelle la connectivité du territoire. C'est la poursuite, en tout cas, de la connectivité qui est propre aux missions des opérateurs. Qu'est-ce que nous avons eu à faire? Dans un premier temps, dès la création de l'AGEFO en 2016, nous avons planifié de couvrir 32 localités en République du Mali. Donc un choix technologique a été fait, qui s'est trouvé en tout cas un choix qui ne répondait pas aux attentes non du régulateur et non plus des attentes des populations. Donc nous avons changé de fusil d'épaule. Nous sommes maintenant revenus avec les opérateurs, nous planifions. L'argent qu'ils donnent comme contribution au fonds, nous les sollicitons à travers les marchés publics à une offre qui peut être rétribuée
donc par le Fonds d'accès universel. Donc finalement, c'est le schéma qui est choisi. C'est eux qui font le boulot finalement. C'est eux qui font le boulot parce qu'il faut reconnaître que... Et vous les incitez à aller vers... On les incite à aller. L'AGEFO n'est pas une structure technique. L'AGEFO est gestionnaire d'un fonds. Je dis des fois pour que les gens comprennent que l'AGEFO, c'est comme une banque d'investissement. Elle a l'argent, elle n'est pas un opérateur télécom. Elle n'est pas aussi un régulateur. Elle est là en train de veiller sur, en tout cas, le droit des populations rurales à disposer des réseaux de télécommunications. Il s'agit de ces populations qui sont, on peut dire, oubliées, entre guillemets, parce que dès qu'ils n'ont pas de revenus pour investir, l'opérateur ne part pas. Donc, nous, on les incite à partir, ils réalisent les réseaux, nous les payons, et après, dès qu'on paye, les réseaux les appartiennent. Nous, on se retire, les réseaux les appartiennent, et maintenant, l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes, et TIC, va veiller sur l'exploitation normale et sur les conditions de maintenance et de disponibilité des réseaux. Vous payez pour faire des réseaux qui ne vous appartiennent pas? Nous payons pour faire des réseaux qui appartiennent et reviennent à l'opérateur qui est tenu d'assurer la continuité du service. Parce que nous, on n'est pas un opérateur technique. Soit dit en pensant, si nous prenons ces réseaux, nous allons violer les dispositions réglementaires du secteur des télécommunications à la République du Mali. D'accord. Vous avez parlé de cette mission qui consiste à connecter, qui est la connectivité, on va dire. Parlez-nous en quelques mots de vos autres missions. Comme d'autres missions, il y a la promotion des TIC, promotion des technologies de l'information et de la communication. Et dans cet axe-là, il nous est revenu de comprendre, à travers la stratégie d'accès universel, dans sa version 2010-2020, qu'une orientation avait été définie. Il s'agissait, dans le cadre de cette promotion, de veiller en tout cas à mettre à disposition des populations défavorisées, des personnes avec un handicap, des moyens pour que nul ne soit exclu. Parce que la définition de l'accès universel, c'est un accès qui ne doit pas être discriminatoire. C'est un accès qui doit être accessible à tout le monde. Donc c'est pourquoi nous avons deux scénarios. Premier scénario, nous créons des centres d'accès universel. C'est des centres qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales, notamment des mairies, en tout cas des fêtières, des organisations de la société civile, de certaines organisations de métiers, mais aussi qui sont mis à la disposition de personnes physiques comme des structures étatiques, afin de les outiller en tout cas à développer en tout cas leur activité. Mais aussi, il y a le cas des cases Wi-Fi. Les cases Wi-Fi concernent principalement les écoles fondamentales. Attendez, si vous permettez, et continuez à parler un peu des centres d'accès universel. Où est-ce que vous les installez? Selon quels critères? Les centres d'accès universel sont installés à l'intérieur du pays, mais aussi à Bamako. Nous avons fait un grand nombre à Bamako. Nous en avons fait aussi à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, on va aller chercher des fêtières, des femmes qui sont organisées en association pour les outiller, pour développer leur activité. On a aussi installé dans les mairies, donc pour essayer de connecter la mairie, en tout cas au réseau des TIC. On en a installé aussi au niveau de certaines collectivités comme les gouvernorats. Mais à Bamako, on a aussi visé les populations qui vivent avec un handicap, comme les jeunes aveugles, comme les personnes de petite taille. Mais aussi, il y a des organisations socio-professionnelles. Est-ce que c'est tout le territoire qui est concerné? Ah oui, c'est tout le territoire qui est concerné. Nous couvrons même, nous avons même des centres d'accès universel à Taoudéni. Nous envisageons même d'aller faire, en tout cas, la réception des centres d'accès à Taoudéni. Alors, le principe, c'est quoi? Il fonctionne comment, les centres d'accès? Les centres d'accès universel, c'est un ensemble d'ordinateurs interconnectés à un réseau avec une autonomie d'énergie. Parce que la problématique, l'enjeu majeur, c'est que dans notre pays, l'infrastructure énergétique fait défaut dans les zones rurales. Donc nous mettons un réseau d'appoint comme support énergétique et puis nous mettons à disposition un ensemble d'ordinateurs, un serveur, un vidéoprojecteur pour assurer les formations s'il y a lieu et puis un scanner pour la numérisation des documents. Et c'est tout cet ensemble-là qui constitue le centre d'accès universel. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez en phase 2 de ce projet. Exact. Alors, qu'est-ce que la phase 1 vous a permis de réaliser? Est-ce que vous êtes satisfait déjà des résultats de cette première phase? Et nous sommes satisfaits des résultats de la première phase parce qu'elle nous a donné beaucoup d'enseignements. Parce que nous avons compris qu'une chose est d'investir, mais une autre chose est de veiller à la pérennisation de cet outil-là pour qu'elle reste disponible à hauteur des attentes. Oui, parce qu'on sait que beaucoup d'expériences du genre ont tourné court dans le passé. Exactement, tel a été le cas des télécentres communautaires. Absolument. Les télécentres communautaires ont été un échec.
Maintenant, pour investir dans les centres d'accès universel, nous associons les populations bénéficiaires. Nous essayons de comprendre leurs attentes, quels sont leurs besoins, et c'est comme ça que nous investissons. Et lorsque nous faisons l'investissement, après nous signons une convention entre nous et les bénéficiaires, où il y a des obligations de l'AGEFO et les obligations du bénéficiaire. Le bénéficiaire est tenu d'assurer une exploitation normale des investissements, et nous nous sommes chargés au besoin de venir faire les réparations, les maintenances curatives et les maintenances préventives. Donc voilà les cadres de partenariat que nous nouons avec les collectivités, avec tous les bénéficiaires de ces centres d'accès universel. Et ça marche à votre satisfaction? Ça marche à notre satisfaction, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Parce que dans la première phase, certains bénéficiaires n'ont pas bien compris. Nous sommes dans un pays où des fois où les projets effectivement sont déviés de leur finalité. Il est arrivé que le centre d'accès ne marche pas parce qu'on n'a pas veillé sur l'environnement. Et les panneaux ont disparu par endroits, ou bien les panneaux ont été cassés par endroits, ou bien par endroits l'environnement faisant, en tout cas, des câbles ont été rongés. On en a tiré l'expérience et nous avons changé donc d'optique. Cette année, sinon en 2023, nous allons donc veiller aussi à l'environnement qui doit abriter ces centres d'accès. Parce que quand nous apportons les ordinateurs, nous disons aux bénéficiaires de nous donner le local. Les locales en zone rurale n'est pas tout à fait, en tout cas, un local qui est à la mesure de préserver la bonne fonctionnalité des équipements. À cet effet-là, nous sommes en train de changer d'optique. Nous allons faire des centres d'accès en mode containerisé, tout équipé, afin de préserver les équipements et donner un bon usage. Alors, et en termes d'appropriation, d'engouement de la population pour ces centres, qu'est-ce que vous avez constaté? Et nous les formons. D'abord, une chose est de donner des équipements. Nous formons les utilisateurs. D'abord, nous les formons sur les outils bureautiques, quand il s'agit des mairies. Donc, nous formons les associations de jeunes ou bien de femmes pour l'exploitation. Et il est arrivé même que certains centres d'accès ont servi à des femmes en période de crise de pouvoir rester connectées avec les éventuels acheteurs des produits qui sont fabriqués au Mali. Parce que M. Sakho, on s'est dit un peu qu'au temps du smartphone, on n'a pas forcément besoin d'aller, ou pas forcément envie d'aller dans un centre. Oui, on en a besoin parce que, pourquoi on en a besoin? Parce qu'il y a certaines opérations, les Maliens pourront vous dire, quand vous les dites de faire des connexions et puis de télécharger des dossiers, c'est pas facile, c'est pas évident pour eux. Il y a aussi les coûts d'accès. Malgré les efforts, les populations vont vous dire que le coût d'accès à l'Internet n'est pas à la hauteur de toutes les bourses. En zone rurale, il y a d'autres besoins. C'est un besoin de simple connexion. Avec une DG, une personne peut envoyer un message. Mais maintenant, avec les outils WhatsApp, avec d'autres outils, il y a aujourd'hui, en tout cas, un besoin au niveau de ces populations-là. D'où l'intérêt de venir dans les centres d'accès qui va vous offrir plus de capacités de connexion et qui va peut-être vous revenir à un coût très moindre. D'ailleurs, la convention que nous signons, nous disons, la première année de connexion, l'AGEFO prend en charge. Mais l'AGEFO après incite, sinon l'AGEFO exige que les bénéficiaires prennent aussi en charge, en tout cas, la continuité de la connexion à la bande passante. Alors, vous nous parliez tout à l'heure des cases Wi-Fi. Là, on passe au milieu scolaire, c'est ça? Exact. Et pour les cases Wi-Fi, l'objectif, c'est d'assurer cette inclusivité numérique au niveau des jeunes apprenants. Parce que l'avenir du monde se joue désormais avec le digital. Tous les enfants dans les pays développés sont déjà maîtres de cet outil. Ils savent se connecter, ils ont des ordinateurs. Et nous aussi, nous disposons des mêmes intelligences. Nous n'aurons aucun complexe. Il est arrivé que, en tout cas, il y a des années, il est arrivé que des Maliens soient les meilleurs dans les grandes écoles, là où on ne parlait pas de digital. Donc maintenant, à l'ère du digital, plus on s'y met, plus on devient plus apte, plus l'apprentissage devient plus facile. Le week-end dernier, nous étions en Niéla. C'était vraiment pathétique de voir des jeunes de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui prennent des tablettes et leur encadreur étant là, il dit, nous allons faire de la mathématique. Ils allaient dans les menus mathématiques, ils faisaient des opérations de calcul, et demain ils pourront aller dans Wikipédia. Tout le monde ne peut pas avoir un ordinateur,
il pourra rentrer dans Wikipédia pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'un mot, un mot veut dire. Donc là, c'est pour permettre cette inclusivité au niveau de l'éducation fondamentale et préparer les jeunes à l'usage au niveau universitaire. Alors, parce que la case Wi-Fi, c'est quoi? C'est une connexion? C'est des tablettes? C'est quoi? La composition, c'est quoi? La case Wi-Fi, c'est un ensemble de tablettes. Des tablettes connectées à un serveur Wikipédia. Et ils peuvent se connecter au serveur Wikipédia, même hors réseau, ça veut dire même s'ils n'ont pas les connexions Internet, le serveur Wikipédia est dans la même salle que les tablettes. Un ensemble de 17 tablettes. Maintenant, pour les besoins de connexion et réseau, ils disposent aussi d'une connexion par VSAT qui permet d'être connecté sur le réseau mondial. Des enfants connectés à un réseau, on s'imagine que vous avez pris des garde-fous? Exactement, des garde-fous sont pris au niveau du serveur. Il y a des sites où bien il y a des mots-clés. Dès que vous les utilisez, ça ne passe pas. Parce qu'il faut protéger aussi les enfants et leurs droits à certaines images. Donc si nous ne prenons pas ces dispositions, ça peut être une porte ouverte à des usages déviants. Et je pense que nous devons aussi veiller à protéger les enfants contre beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur le net qu'ils ne doivent pas connaître. Mais en faisant les cases Wi-Fi, vous vous inspirez de quoi? Est-ce que c'est une expérience peut-être qui a fait ses preuves ailleurs et que vous adaptez à nos réalités? Ou alors c'est quelque chose que vous expérimentez, si ça ne marche pas, on abandonne? Non, c'est quelque chose qui a fait ses preuves ailleurs. Je disais tantôt que dans les pays développés, on a vite compris qu'aujourd'hui, dans les petites classes, les enfants commencent par le digital. Ils commencent par le digital. D'abord, ils savent manipuler la tablette avant de savoir écrire. Et ce qui les prépare, en tout cas, à l'immersion dans le monde professionnel, sinon j'allais dire dans le monde digital. Tout est désormais digital. Les voitures aujourd'hui, c'est digital. Les caméras, c'est du digital. Dans les bureaux, désormais, c'est digital. L'université, c'est digital. L'université devient virtuelle. Si nous n'apprenons pas nos enfants aujourd'hui, d'accord, à faire l'immersion dans cette manière de faire, qu'en est-il demain quand ils seront obligés d'aller dans une université où les cours se prennent en ligne? Ce n'est pas possible. Donc, nous avons compris qu'il faut amorcer le train du numérique en donnant à nos jeunes enfants les moyens, en tout cas, de pouvoir aussi être des acteurs de demain. Vous avez parlé d'université virtuelle, parlons-en. Ça figure aussi parmi vos projets? Oui, l'université virtuelle figure parmi nos projets. Nous avons, depuis un certain moment, nous avons compris que disposer d'une stratégie d'accès universel est une chose, mais il faut être en cohérence avec les programmes d'action gouvernementale. Quand on dit programme d'action gouvernementale, l'AGEFO est une structure qui a pour tutelle la primature, mais l'AGEFO agit dans le périmètre du ministère de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Et l'AGEFO a d'autres partenaires comme la MRTP, comme la SMTD, l'AGETIC, comme la Direction nationale de l'économie numérique. Ce faisant, l'AGEFO doit être contributrice de tout, avec tous ces acteurs pour une émergence digitale du secteur. D'accord. Vous intervenez dans le domaine de l'éducation. On sait que c'est un peu transversal. Hein. Dans quel autre secteur d'activité est-ce que vous avez fait des avancées? Alors nous avons, au-delà des cases Wi-Fi, engagé des échanges féconds avec le cabinet de Madame le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est ce qui a prévalu aujourd'hui à l'inauguration du centre de Niena. Rien ne se fera désormais par l'AGEFO sans l'implication des ministères tutelles. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est à elle de nous dire quels sont les centres, les académies qu'il faudrait prioriser. Rien ne se fera demain. Nous sommes aussi en train de réfléchir en termes de prospective. Comment faire en sorte demain de travailler avec le ministère de la Santé, pour faire un site pilote, notamment dans le cadre de la télémédecine, afin qu'une chose est d'avoir des ambulances, mais des fois les routes ne sont pas praticables. Des fois la distance est l'handicap. Nous allons essayer, à l'instar d'autres pays, de faire un site pilote pour voir comment nous pouvons prendre en charge les questions de santé par des professionnels, par exemple dans les centres urbains, à partir de localités qui sont très éloignées de Bamako. L'université virtuelle aussi, nous sommes en train de réfléchir. Nous y pensons. C'est aussi une de nos missions d'accompagner l'éducation nationale, d'accompagner aussi les ministères de l'économie numérique pour que cette université virtuelle soit une réalité. Alors, parmi vos projets stratégiques, dans un passé récent, il y avait, si je ne m'abuse, un projet de désenclavement et de renforcement des moyens de communication pour le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, un projet d'accès aux services de télécommunication des collectivités territoriales. Expliquez-nous, où est-ce que vous en êtes? Alors, lorsque nous sommes arrivés
à ce niveau-là de gestion en 2021, la situation sécuritaire de notre pays n'était pas une situation réalisante. Donc, comme je vous ai dit tantôt, l'AGFO est chargée d'aller en zone rurale. Pourrait-elle aller lorsque la situation sécuritaire l'y contraint? Alors, nous avons imaginé, nous nous sommes dit, c'est vrai, il faudrait peut-être penser, donc comment faire en sorte que nous puissions accompagner les autorités publiques à faire en sorte que l'AGFO puisse venir en second lieu faire sa mission. C'est ce qui nous a conduit devant le conseil d'administration à défendre effectivement le dossier portant accompagnement des forces, les FAMA, les forces armées maliennes, à la mise à disposition d'un réseau de télécommunications dédié. Et ça peut étonner les gens, ils vont dire est-ce que c'est de l'accès universel? Oui, la question se pose. Mais effectivement, ces populations, les populations dans les zones rurales sont sous la défense des FAMA. Les FAMA, c'est dans une stratégie d'avancée et de pacification du territoire. Et lorsqu'ils pacifient le territoire, qui doit venir? C'est le ministère de l'administration territoriale. Donc s'il n'y a pas d'infrastructure, aujourd'hui, avec à la faveur de la création des nouvelles régions, il y a aujourd'hui des gouverneurs qui ont la difficulté de parler à leur préfet. Alors, les opérateurs de télécommunications n'étant pas enclins à partir pour des questions de rentabilité, est-ce que nous allons rester les bras croisés avec un fonds thésaurisé dans une banque à dire non, on ne peut pas aller? Donc nous avons imaginé un scénario où on a fait en tout cas 2 années. Ça veut dire nous avons désormais un réseau qui va servir au ministère de l'administration territoriale, mais le même réseau peut être interconnecté par les opérateurs pour que ces mêmes localités donc, puissent être aussi des localités rurales couvertes par Est-ce que vous avancez sur le projet? Les projets avancent. Nous sommes en bonne coordination avec une structure de projet où nous siégeons avec aussi d'autres partenaires comme la SMTD, comme le ministère de l'administration territoriale. Monsieur le directeur, l'accès, c'est aussi le coût de la communication, le coût de la connexion. Les Maliens jugent cela très élevé en termes d'accès. Est-ce que vous en parlez avec les opérateurs téléphoniques qui sont vos partenaires? Ce rôle est plutôt dévolu à l'autorité malienne de régulation. D'accord. Mais mon avis sur la question, en tant qu'ingénieur du secteur, la question est mitigée. Les Maliens ont souvent du mal à comprendre. Et c'est vrai, on peut faire des efforts et des stratégies sont en place à partir d'études, d'accord, commanditées par l'AMRTP, pour en tout cas voir les coûts de la connexion. Mais la connexion dans un pays enclavé ne peut pas être la même chose que dans un pays qui a en tout cas un littoral sur la mer. Parce que, par exemple, prenons l'exemple. Lorsque un opérateur veut amener la fibre optique en République du Mali, il va passer par d'autres pays, qui sont des fois la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il y a des droits de traversée dans ces pays-là, qui viennent donc alourdir le coût de l'investissement. Donc c'est ce qui fait que quand on regarde en prorata, nous pouvons être plus chers que ces pays qui ont un littoral sur la mer. Parlons perspective à présent. En termes de perspective, est-ce que les perspectives pour l'accès des Maliens aux nouvelles technologies, elles sont bonnes aujourd'hui? Les perspectives sont bonnes. Les perspectives sont bonnes en ce sens qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières en ce sens que l'accès à l'information. D'ailleurs, au début, on disait société de l'information. Maintenant, on dit société de la connaissance. La connaissance est partagée et les outils que nous disposons sont ces tablettes-là, sont ces téléphones Android, sont ces ordinateurs, mais il faut la connectivité. Et en matière de connectivité, les opérateurs ont posé la fibre optique pour atteindre les points d'atterrissage de la fibre optique transcontinentale, mais aussi il y a la SMTD qui est une structure étatique qui a aussi son réseau de transmission optique, donc qui ceinture les territoires et qui aussi a des projets pour, en termes de perspectives, aider même l'AGFO à pouvoir atteindre certaines localités qui aujourd'hui sont desservies. Et pour l'AGFO, les grands défis pour 2023, c'est quoi? Nous sommes déjà à la fin de l'année. Les grands défis pour 2023, c'est la connectivité du territoire. Je disais tantôt que nous avons fait un modèle qui n'a pas donné les résultats escomptés. On ne va pas s'arrêter sur ces difficultés. Nous allons imaginer, et l'imagination est très simple. La loi nous demande de travailler avec les opérateurs et de les outiller pour qu'ils puissent investir dans les zones rurales. Et maintenant, nous payons le coût de cet investissement.
Donc c'est le grand chantier qui nous attend, mais aussi continuer durablement à poursuivre l'installation des centres d'accès universels et des cases Wi-Fi dans les zones rurales et aussi auprès des populations défavorisées. Alors, et déjà pour cette fin d'année, vous avez décidé de vous offrir un nouveau siège à 10 milliards de francs CFA. Alors, quel est l'objectif de se loger si cher? L'objectif de se loger si cher est en adéquation avec notre ambition. Nous avons l'ambition de mieux servir ces pays et notre mot d'accroche, c'est l'AGEFO pour tous les Mali connectés. Depuis que l'AGEFO a été créé, l'AGEFO était en location. L'AGEFO pour tous les Mali connectés, l'AGEFO même n'était pas connecté. L'AGEFO était à Bamako, dans un bâtiment où il y avait des difficultés de communication liées à la saturation des réseaux dans la zone commerciale. Donc nous nous sommes dit, il est simple de dire aux travailleurs de faire des résultats, mais le plus important selon notre législation, c'est de mettre les travailleurs dans les conditions idoines de travail. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de toilette, à quelqu'un qui n'a pas de lieu de prière, à quelqu'un qui n'a pas de lieu de restauration, toute chose qui est contraire à la législation malienne. Le Code de travail en République du Mali est très clair sur ces aspects. Nous nous sommes dit, si nous disposons d'un fonds, nous devons réfléchir de manière intelligente comment utiliser ce fonds pour nous mettre nous-mêmes dans les conditions idoines de satisfaire les populations maliennes. C'est pourquoi le fonds d'accès universel, c'est une manne financière, c'est une manne publique. Nous l'avons mis auprès d'une banque, la Banque malienne de solidarité, qui est une banque étatique, une banque souveraine. Ce fonds étant souverain, ce fonds aussi est rétribué à travers, en tout cas, les intérêts que nous recevons. Nous avons planifié, en tout cas, de mettre ces intérêts ensemble pour pouvoir financer ces bâtiments qui va coûter 10 milliards. Ce n'est pas le coût qui est important. Notre pays, au-delà de ce que l'AGEFO va faire, je pense que ça va donner une autre image et ce sera en cohérence avec la modernisation de l'administration qui est quelque chose qui est très prôné par les plus hautes autorités. Alors, monsieur le directeur, merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions. Et nous souhaitons une bonne heureuse année 2023. Merci beaucoup. Et nous souhaitons aussi à l'ORTM qui est un très bon partenaire, avec qui déjà nous payons la redevance TV Radio. Nous sommes fiers de payer parce que nous savons aussi la mission que vous accomplissez pour vraiment une bonne communication gouvernementale. Merci, monsieur le directeur. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.